Merci à tous les trois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je commençais un peu toujours avec les mêmes questions concernant les dirigeants. Je vais faire court parce que sinon en face ils vont être lassés des questions. Est-ce que vous estimez que le parc français de magasins est à niveau par rapport aux attentes en France, mais également par rapport à la concurrence? Est-ce que quand on rentre dans un magasin en France, on se dit c'est un top magasin? On va commencer par Cécile Guilloux. Oui, bonjour à tous. Oui, moi je trouve franchement qu'on est quand même bien à niveau en France. Quand on voyage à l'étranger, on se rend compte que dans certains pays, on est encore à fermer les portes des meubles froids. C'est pas le cas partout, mais on le voit encore beaucoup. Et même aux États-Unis, j'ai vu des meubles surgelés encore ouverts. Voilà, donc c'est pas pour critiquer. Et on a encore beaucoup à faire chez nous, certes, mais je trouve qu'on est quand même bien avancé. François. Moi, j'ai travaillé pour Cécile pendant 10 ans, donc j'ai peur de dire exactement la même chose qu'elle à chaque fois, mais il se trouve que je suis d'accord avec elle. Non, je rajoute à ça, je pense en France, on a la chance aussi quand même d'avoir des réseaux de franchisés ou en tout cas d'indépendants qui ont l'habitude d'investir beaucoup dans leurs magasins et donc d'avoir un parc de magasins quand même assez bien maintenu à niveau et d'avoir une proximité aussi qui est forte et donc plus simple aussi à mettre à niveau. Marie, vous avez le droit à tous les jokers que vous voulez cet après-midi. Mon joker, c'est qu'en fait, en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à un magasin classique, une halle métro, puisque comme on est grossiste, ça ressemble plutôt à un entrepôt. Mais bien évidemment, on peut dire que la France est à un niveau qui prend en compte tous les enjeux qui ont été évoqués depuis ce matin. Donc, on n'a pas à rougir. Alors, on a évoqué beaucoup de lois aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a trop de lois ou est-ce que vous avez l'impression, notamment concernant le développement durable, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est nécessaire? Quel est votre jugement? Et ces lois auront-elles une conséquence sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'inflation verte? Oui, il y a beaucoup de lois. Moi, je suis convaincue qu'elles sont nécessaires. Est-ce qu'elles sont toutes parfaites? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut les adapter. Néanmoins, c'est nécessaire pour nous faire avancer. On a quand même un sujet collectif et c'est nécessaire pour mettre un socle de niveau commun qui oblige tout le monde, en fait, à peu près en même temps, à évoluer sur un certain nombre d'enjeux. Donc il faut les adapter un peu au fur et à mesure, parce que c'est vrai que parfois ça se superpose un petit peu, mais ça va dans le bon sens. Allez-y, Marie. Alors, je ne vais pas dire le contraire, c'est quand même ma discipline principale. Et je vous rejoins. Chaque partie prenante a un rôle important. Donc, la loi, elle nous fait avancer. J'ai entendu depuis ce matin que parfois, elles peuvent être contradictoires ou ça peut être compliqué d'en associer certaines, mais elles nous font avancer. Et de la même façon que les ONG nous font avancer aussi. Et souvent, la meilleure réponse, elle est au milieu de tout cela. Mais je pense que sans loi, on ne serait pas non plus au niveau qu'on vient d'évoquer avant, qui fait que la France est bien placée. Oui, moi pour compléter, je dirais qu'au-delà de nous faire avancer, elle nous aide à avancer aussi parfois. Dans le cadre de Franprix, par exemple, c'est une enseigne qui est principalement en franchise. On a des convictions. On a aussi parfois besoin d'un cadre légal pour nous aider à affirmer ces convictions, à les faire appliquer. Et au-delà de ça, le cadre légal, il s'accompagne souvent de naissance de nouveaux business, nouvelles entreprises, nouveaux marchés, etc., qui permettent de donner ensuite une dynamique plus économique à des problématiques RSE et qui nous aident à passer le pas et à accélérer sur ces sujets-là. Alors, Cécile Guilloux, les coûts de l'énergie. Pour Picard, c'est une question importante. La facture électrique est une composante forte du revenu, enfin du compte d'exploitation d'un magasin. Comment vous avez géré ces difficultés ces 2 dernières années et vous en êtes où? Alors la priorité, évidemment, c'est de réduire la consommation énergétique avant d'aller bien négocier les prix. Depuis 10 ans, on a réduit d'à peu près 18% la consommation par 2 grands chapitres. Le premier, c'est humain, le deuxième, technique. Donc sur l'humain, ça passe par des procédures de dépoussiérage mensuel, de contrôle de température quotidien, de dégivrage systématique quand il y a 1 centimètre de givre, de régulation de climatisation, par exemple. Et sur le volet technique, alors ce qui a le plus d'impact, c'est évident, c'est de changer les bacs, puisqu'on sait que changer les bacs dans un magasin Picard, c'est entre moins 20 et moins 45% de consommation électrique. Après, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on a un rythme de rénovation d'à peu près 60 magasins qui sont entièrement changés chaque année. Et puis ça passe aussi par des petites choses, mais qu'on peut déployer rapidement dans beaucoup de magasins, par exemple des réducteurs de tension ou de la modulation thermique la nuit. Voilà, donc tout un ensemble de mesures. Et c'est vrai que je dis souvent, il vaut mieux trouver une mesure qui réduit de 1%
sur 1100 magasins que de trouver quelque chose qui est réduit de 70% sur un magasin, où en fait on va mettre très très longtemps à réduire. Voilà, donc c'est vraiment une démarche très engagée. Je pense qu'on sera bientôt au moins 20% de consommation électrique qu'on s'était fixé. Et du côté de Franprix? Ouais, pour Franprix, c'est un petit peu différent. On avait pu bénéficier en 2015 et 2020 d'un gros plan de rénovation de l'enseigne, donc de beaucoup de CAPEX. On avait beaucoup investi sur l'éclairage, sur les meubles, sur les centrales, etc. Ce qui nous avait déjà permis de baisser la consommation d'énergie de 20% en 5 ans. Donc on avait déjà fait une grosse partie du chemin à cette époque. L'année dernière, ça a évidemment été un challenge plutôt pour des raisons économiques. On a quand même réussi à baisser de 5% et en activant des leviers assez similaires à ceux de Picard. En fait, beaucoup d'animation en magasin, beaucoup de formation, beaucoup de communication, des challenges, etc. Donc ça passait beaucoup par les éco-gestes, par l'humain. Et pas mal de mini-investissements de manière un peu généralisée sur des régulateurs de tension par exemple, sur du contrôle de la température qui permettent aussi d'aller grappiller à chaque fois un petit peu d'énergie, sachant que nous, notre premier poste aussi, alors moins que Picard sans doute, mais ça reste aussi le froid. Alors du côté de Métro, Marie Garnier. Alors, depuis 2014, on avait lancé un programme en fait assez ambitieux de réduction des consommations électriques. Donc, on était finalement pas complètement prêt. On n'est jamais prêt quand on a les événements de l'année dernière, mais on avait déjà réduit énormément nos consommations. On est à moins 30% depuis 2014. Et ça s'est fait par des solutions techniques que vous avez évoquées, beaucoup de changements, notamment de l'éclairage. Et puis en termes d'efficience énergétique, mais d'avoir des équipements de production de froid qui ont un bon rendement pour diminuer la consommation électrique. Et puis on continue sur l'aspect effectivement des bonnes pratiques et l'ajustement site par site des usages et ça peut être l'aspect temps d'ouverture des lumières et des choses de ce type-là. Pour continuer ensemble. François, on a beaucoup parlé de vrac aujourd'hui. Franprix, vous avez fait un certain nombre de tests. Vous en êtes où sur le vrac? C'est vrai que sur le vrac, on a à peu près tout essayé, je pense. Les marques alors, soutenues, voilà, un petit peu trop peut-être parfois, mais on a essayé beaucoup de choses. C'est un marché un petit peu en berne depuis le Covid, qui s'est redynamisé avec l'inflation. L'inflation a trois grosses tendances, c'est faire ses courses plus souvent, acheter moins cher. Donc en fait, en synthèse, acheter la juste quantité. Donc nous, on reste persuadé que le vrac est une tendance de consommation qui va grossir dans les années à venir et qui répond totalement aux défis de l'inflation. On continue d'investir dessus, peut-être sur des solutions un peu plus simples, un peu plus traditionnelles, mais notre enjeu là, maintenant qu'on s'est fait une condition, c'est de le généraliser dans tous nos magasins. Et ça reste encore le plus dur, principalement de convaincre nos franchisés sur l'intérêt de le faire, d'autant plus que ça reste des filières notamment sur l'aspect produit un petit peu spécifique, qui ne sont pas encore nécessairement assez grand marché pour convaincre tout le monde. Et vous allez y arriver aux 20%? On aimerait bien. Vous êtes à combien à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, avec les fruits et légumes, le vrac, etc., on est aux alentours de 12-13%. Notre enjeu, c'est de basculer aux 20%. On aimerait embarquer nos amis industriels avec nous. On a le sentiment quand même que ça va être compliqué pour les 3 prochaines années. Donc il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Et j'en appelle à toutes les personnes qui auraient des bonnes idées ici. Une enseigne la semaine dernière me disait qu'elle était à hauteur de 11%. Donc vous êtes à peu près tous voilà. Les dernières marges vont être difficiles à franchir. Le vrac dans les surgelés, c'est pas possible, c'est ça, c'est la loi qui... Eh bien, parlons-en justement. Oui, c'est interdit par la loi. Oui, là, en Espagne, c'est possible. Alors, c'est permis dans d'autres pays européens. Et alors, si quelqu'un nous écoute qui est concerné, Picard est intéressé pour tester évidemment le vrac en surgelé, puisqu'on travaille beaucoup sur la réduction des plastiques dans les emballages. Enfin, c'est un travail de tous les jours. Mais le meilleur plastique, ça reste celui qu'on ne produit pas. Et donc, voilà, le vrac en surgelé pourrait être une des réponses parmi d'autres pour réduire le plastique. Et ça peut avancer, ce sujet-là? C'est la loi? Il faut convaincre qui? C'est la loi. Il faut qu'on en parle dans LSA. Avec plaisir. C'est très lu par les ministères. Gaspillage alimentaire. Métro, c'est un sujet que vous vous êtes accaparé également. Oui, alors c'est comme tous nos confrères ou dans les métiers de l'alimentaire, c'est un sujet éthique, on va dire, avant tout. C'est un sujet un peu particulier chez nous, puisque nous sommes grossistes, et donc on est dans des situations qui sont sensiblement différentes. La première, c'est que comme nos clients sont des professionnels qui vont utiliser ces produits dans leur activité professionnelle, on retire les produits de la vente beaucoup plus en amont que en distribution classique. Donc, logiquement, ça peut provoquer effectivement davantage de gaspillage alimentaire. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce sont des gros conditionnements.
et que ça n'est pas tout à fait adapté parfois pour de la collecte des banques alimentaires ou pour de la redistribution à des ménages. Donc on était confrontés à ces deux sujets, c'est pour ça qu'on s'en est emparé il y a longtemps, mais aujourd'hui on a 100% de nos points de vente en fait, qui ont des partenariats avec des organismes de collecte. Et pour résoudre le deuxième sujet en fait, des gros conditionnements, on a des partenariats en fait, avec ce qu'on appelle des cuisines solidaires qui sont dans chacune des régions, des cuisines dans lesquelles on a la possibilité effectivement de transformer nos produits et les portionner, les cuisiner, si on parle de pièces de viande, si on parle de jambon entier, par exemple, des produits de ce type-là, et qui souvent vont être aussi en fait cuisinés et transformés par des bénéficiaires et qui vont permettre d'être ensuite utilisés dans des plats lors de maraudes ou sur des sites en fait d'accueil. Donc c'est vraiment une approche un peu particulière du fait du format de nos produits. Et puis on essaye aussi de la même façon d'aborder ce sujet avec nos clients qui sont des professionnels. Et on a il y a quelques années développé un guide avec l'ADEME sur la réduction du gaspillage ou de la perte en tout cas économique dans l'activité de la restauration, et on voit qu'il y a plein de bonnes pratiques à développer, et puis faire connaître des solutions comme Too Good To Go qui existent et la diffuser auprès de nos clients pour qu'eux-mêmes puissent utiliser ce type de dispositif. François Alarcon, qu'est-ce que Franprix fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Nous, c'est un de nos gros combats historiques. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose dont on s'est emparé dès 2015, avec Phoenix notamment, qui je crois est présent aussi aujourd'hui. J'espère qu'ils confirmeront qu'on fait partie des bons élèves sur le sujet. Donc évidemment, on est compliant avec la loi sur l'ensemble de nos magasins. Au-delà de ça, on a toujours vocation à pousser le sujet, que ce soit avec les paniers anti-gaspi, en travaillant les fruits et légumes, etc. On est labellisé sur 4 magasins depuis l'année dernière, label anti-gaspi. On a été les premiers en proximité à obtenir ce label, donc on en est très fiers. Et on est toujours en train de travailler le sujet, toujours en train de le pousser. Cécile a fait un appel au gouvernement pour la vente de surgelés en vrac. Nous, on en fait un autre sur le don. Donc on a publié une tribune dans les Échos la semaine dernière sur le sujet, notamment sur le sujet du plafond de don. Nous, ce qu'on constate chez Franprix, il y a 2 constats principaux. C'est qu'un, les associations sont de plus en plus demandeuses de dons parce que le contexte inflationniste, forcément, complexifie leur sujet. Et de l'autre côté, nous, les retailers, et je pense pour la plupart ici présents, on atteint plus rapidement nos plafonds de dons avec l'inflation. Ce qui fait que les associations ont plus besoin et nous, on donne moins. Donc nous, on fait une proposition, en tout cas, on aimerait travailler le sujet, c'est d'indexer le plafond de dons pour les magasins de moins de 5 millions d'euros à l'inflation. D'augmenter ce plafond de dons à environ 25 000 euros de crédit d'impôt. Voilà. Très bien. Si j'ai bien compris pour Picard, le gaspillage alimentaire, Picard est un bon moyen de lutter contre le gaspillage parce qu'on gaspille très très peu de surgelés. Et oui, nous c'est l'inverse, il faut qu'on arrive à expliquer aux consommateurs que le surgelé est effectivement un très bon moyen de lutter contre le gaspillage. D'abord parce qu'il n'y a pas de gaspillage sur toute la chaîne en amont, puisque un haricot vert qu'on cueille, on le surgèle dans les 6 heures, et ensuite il n'y a aucun gaspillage sur toute la chaîne. Ensuite, c'est un produit qui se conserve plus longtemps, donc moins de gaspillage de ce point de vue-là aussi. Et enfin, c'est un produit qui se fractionne dans sa consommation, c'est-à-dire qu'on peut prendre une poignée de haricots verts, laisser le reste dans le congélateur, et donc on ne consomme que ce dont on a besoin. Donc le surgelé en soi est un bon moyen de lutter contre l'inflation, donc à nous de mieux le promouvoir et de mieux l'expliquer. Et effectivement, à l'aune des magasins Picard, la démarque est quasi inexistante. Le rêve. On a évidemment... Pardon ? Le rêve. Ah ouais. En fait, on a mis en place un système anti-gaspi pour les produits à date courte, parce que c'est pareil, le surgelé, quand on arrive à un mois de la date, c'est un peu trop juste. Et en fait, on l'utilise, mais vraiment avec parcimonie, ça concerne très 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 peu de produits. On a très peu parlé de la marque employeur et de l'investissement, on va dire, des salariés sur ces sujets-là. Je note que Métro est top employeur depuis 10 ans. Comment, Marie, impliquer toutes ces équipes dans ces sujets-là, que ce soit la lutte contre le gaspillage, que ce soit les économies d'énergie, le magasin responsable et tout simplement la marque responsable. Comment faire pour embarquer toutes les équipes ?
Alors c'est un gros travail des équipes RH depuis des années, et qui travaillent en fait toujours de façon très transversale avec l'ensemble des métiers. Et je pense que c'est la solution, elle est là, c'est de ne pas fonctionner en silo et de partager en fait ces enjeux. Et donc cette marque employeur, elle porte aussi bien sur la façon dont on va intégrer les nouveaux arrivants que les stagiaires, la façon dont on va accompagner tout au long finalement de ces étapes de vie des collaborateurs, que ce soit des étapes professionnelles, l'arrivée dans l'entreprise, ça peut être un retour de congé maternité, ça peut être des changements de poste. Et donc toutes ces étapes, elles sont véritablement prises en compte, ou des étapes de vie, de retour de congé maternité, je reviens sur ce sujet-là, ou de maladie. Et donc cette approche transversale, et puis le fait que l'ensemble des managers est mobilisé sur ces sujets. On a beaucoup de sessions de formation et de sensibilisation, bien sûr, comme dans beaucoup de structures, les entretiens professionnels et les entretiens de carrière, et qui permettent de placer en fait ces sujets vraiment dans le quotidien. Et puis beaucoup aussi de dialogue social, et voire de commissions supplémentaires pour faire vraiment que ces sujets vivent au quotidien et ne soient pas un sujet qui soit évoqué uniquement lors des rendez-vous obligatoires. Cécile, la capacité d'entraînement des équipes? Alors effectivement, chez Picard, on est justement en train de déployer tous les fresques du climat pour parler du sujet. Mais comme d'autres, moi, ma conviction profonde, c'est que si on veut que les sujets RSE bougent sur le fond et à l'ampleur, il faut que ce soit porté par la direction. Et donc, évidemment, des directions RSE, c'est très important parce que c'est hyper technique. Mais à la fin, ça marche parce que c'est porté par la direction, par le comité de direction. Ça passe par des indicateurs extra-financiers qui sont regardés au même titre que les indicateurs financiers tous les lundis matins. Ça passe par ça passe par le fait de remettre la RSE au bon niveau dans la gouvernance de l'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise, et pas comme « et en plus ». Et chez Franprix? Non, je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a d'un côté effectivement le fait de désiloter le sujet, d'embarquer toutes les équipes, que ce soit porté par la direction. Et moi, en tout cas pour Franprix, je rajouterais 2 éléments supplémentaires. C'est de faire la preuve aussi auprès des équipes. C'est-à-dire que nous, chez Franprix, typiquement, on a eu la chance de commencer la livraison fluviale via la Seine en 2012. C'est une vraie preuve pour les équipes et ça devient une fierté parce que ça devient un sujet dont on parle, un sujet qui passe à la télé, un sujet qui est connu, etc. et qui emporte tout le monde au-delà d'être incarné par le DG de l'époque. Donc ça, c'est très important, je pense, d'avoir des preuves très tangibles et un petit peu vivantes du sujet. Et la preuve aussi par l'intérêt économique, mais au sens très large du sujet. C'est-à-dire que l'anti-gaspi, on a choisi ce sujet à l'époque parce qu'il nous touchait, parce que c'était proche de nos magasins, proche de nos collaborateurs, et aussi parce qu'on avait une solution économique pérenne et tout le monde y trouvait un intérêt. On a construit quelque chose de très intelligent, de très logique, y compris économiquement. Ça permet d'embarquer quand même très largement les équipes opérationnelles aussi, nos franchisés, etc. On a besoin de ce genre d'exemple aussi pour... Mais vous en êtes tous sur les livraisons par péniche, ça représente quoi en volume? Ça représente plus de 350 magasins qui sont livrés tous les jours en sec via la Seine. Ouais. Alors pas en ce moment parce que le pont de Sully est un petit peu abîmé. Donc le niveau de la Seine monte, la navigation est coupée pour le moment, mais elle va reprendre normalement d'ici 2 semaines. Et ouais, c'est bien 350 magasins qu'on livre tous les jours par la Seine. Et je poserai la même question à Cécile. Où en êtes-vous sur tout ce qui est livraison, mis à part les péniches, on va dire décarbonées, camions électriques, biogaz et tout ce qu'on veut? Alors, nous, on est labellisé Fret 21 depuis l'année dernière. Donc, on est engagé dans une vraie démarche d'éco-responsabilité aussi en amont. Alors, on ne possède pas nos propres entrepôts et nos camions. Néanmoins, cette démarche, elle comprend 4 volets. Le premier, c'est effectivement travailler sur le remplissage des camions amont et aval. Le deuxième, c'est de réduire les distances de trajet. Donc, il y a en permanence des calculs d'optimisation. Le troisième, c'est la flotte en elle-même, tu le disais. Donc, ça veut dire verdir la flotte. Et le quatrième, et c'est là que notre rôle est encore plus important, c'est d'acheter responsable. Et par exemple, quand on a le choix entre des transporteurs, d'acheter auprès de transporteurs qui sont eux-mêmes labellisés. Voilà, donc on a un objectif avec cette démarche de réduire de 20% notre empreinte CO2 là, en 6 ans. On est déjà à 14%. J'ai une dernière question avant de voir s'il y a des questions dans la salle. Pour Métro, vous êtes un groupe allemand. On a souvent des complexes en France. On aime souvent râler, rouspéter, c'est ce qui fait la France d'ailleurs. C'est propre à la France. Mais je me souviens de Dominique Schelcher, le patron de Système U, qui a un colloque il y a 3 ans.
On lui posait sur la France qui a inventé le commerce et qui a peut-être un peu... inventé l'hypermarché, pas le commerce, n'est plus aussi dynamique. Il a répondu que peut-être que l'avenir du commerce français était de montrer l'exemple dans le monde sur tout ce qui était développement durable et responsabilité. Donc lorsqu'on est la filiale française d'un groupe allemand, est-ce qu'on estime qu'effectivement la France, non seulement n'a pas de leçons à recevoir, mais qu'en plus, elle peut peut-être en donner et que finalement, pour une fois, on peut peut-être être fier et dire on est tous d'accord, il y a encore plein de choses à faire, donc il ne faut surtout pas se dire qu'on est arrivé, mais que ce n'est pas si mauvais que ça. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans notre feuille de route RSE, il y a un point qui est d'être justement inspirant pour notre groupe, parce que la France est on va dire la principale filiale du groupe, et donc on est regardé sur nos résultats économiques, mais on peut être aussi regardé sur la performance RSE et montrer que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Donc c'est un vrai enjeu stratégique, et Pascal Pelletier serait là, il vous le dirait certainement la même chose, puisque chacun des membres du COMEX dans son métier essaie de montrer comment, d'un point de vue RH, d'un point de vue supply, d'un point de vue achat, on peut complètement intégrer les dimensions, et puis qu'elles permettent aussi de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est avoir le bon assortiment. Bien évidemment, on parle du carbone et du climat. Nous, on est dans un cas, encore une fois, on est B2B avec des clients professionnels qui eux-mêmes vont avoir besoin de pouvoir prendre en compte ces enjeux, d'avoir des solutions pour s'adapter. Lorsqu'il s'agit d'une interdiction de la vaisselle jetable dans les restaurants, est-ce qu'on leur apporte la solution? Il faut anticiper ces sujets-là, et donc avoir des solutions soit d'alternatives de réemploi de vaisselle, par exemple, puisqu'on a fait un certain nombre d'expérimentations pour supprimer finalement les emballages jetables. La vente à emporter a explosé depuis le Covid dans la restauration, et donc pouvoir proposer des alternatives de ce type, mais pouvoir aussi expliquer de plus en plus inspiré sur une alimentation. Alors c'est toujours un grand débat, mais comment est-ce qu'on diminue et on décarbone finalement son alimentation, et on voit que ça passe beaucoup par la cuisine, et que finalement les chefs et les cuisiniers, c'est eux qui vont nous apprendre demain à consommer moins carboné, et ça peut se faire de façon extrêmement joyeuse et savoureuse, et c'est sans doute le rôle qu'on essaie d'avoir, et de le traduire dans l'ensemble des métiers, et de montrer que ça prépare le business de demain. Mais finalement, le Franprix et Picard, leurs clients sont des consommateurs, sont des Français. Vous, c'est des entreprises, ce sont des restaurateurs. Est-ce qu'ils ont, on le voit bien dans tous les sondages sur les consommateurs, ils ont ces attentes. Ça va être du long terme, ça ne peut pas être du jour au lendemain, mais de toute façon, il faut y aller, c'est une obligation. Les restaurateurs qui vont chez vous, ils ont les mêmes demandes, ils ont cette même exigence? Alors on a les deux publics. On a ceux qui vont être drivés par la réglementation. Et c'est la première question que vous nous posiez, est-ce qu'il faut de la réglementation? Donc il en faut, parce que changer des comportements, ça prend du temps. On dit parfois que ça prend le temps d'une génération, et donc il faut bien à un moment commencer. Et encore une fois, je prenais l'exemple de la vaisselle jetable, mais on pourra avoir l'exemple de l'interdiction des terrasses chauffées. Cet hiver, quand vous irez sur une terrasse, on vous prêtera une couverture, on vous trouvera une autre solution. En fait, c'est s'adapter et changer des façons de consommer et de vivre au quotidien qui existent. Et puis, on a aussi de plus en plus de nos clients et de professionnels des restaurateurs qui sont des entreprises comme nous, et qui savent que ces enjeux, ils vont les concerner, et qui veulent anticiper, parce que c'est un enjeu. Vous parlez de la marque employeur, c'est un enjeu en termes de marque employeur, c'est un enjeu en termes de différenciation de business pour eux également. Donc, je poserai encore une fois pas les choses, y compris pour nos clients et pour le métier de la restauration. Alors, avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Et je vous l'ai dit par téléphone, j'aimerais bien avoir votre avis si en face, il y a beaucoup effectivement d'apporteurs de solutions, ils doivent visiter un site pour voir quel est le niveau d'exigence, là où vous mettez le curseur d'exigence, quel magasin il faut visiter? Franprix. Pas simple de choisir un. Non, c'est pas simple d'en choisir un. On va en rénover beaucoup normalement, on espère en tout cas, au courant de l'année. Mais si on doit en visiter un, je dirais le 69 rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement. Et pourquoi? Parce que c'est l'incarnation de
qu'on fait de bien chez Franprix, en tout cas ce qu'on fait le mieux. C'est une très belle incarnation de notre positionnement en proximité urbaine, c'est une très belle incarnation de notre positionnement offre, et c'est une très belle incarnation de ce qu'on sait faire aussi d'un point de vue équipement, matériel, tenue de magasin, etc. Donc rendez-vous dans ce magasin. Cécile. Alors moi, je vais vous donner plusieurs adresses en fonction de là où vous habitez. Ouais, c'est plus Faites simple. vos courses. Alors, on a Saint-Ouen qui vient d'ouvrir, on a Lisieux qui est ouvert la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on a Villepinte qui ouvre dans quelques jours, ça c'est pour les ouvertures. Et les rénovations, mais elles sont toutes aussi belles, elles valent le coup aussi. On a Dijon en face du marché, on a Limoges, La Ciotat qui est magnifique, en plus vous pouvez prendre un petit bain de mer. Voilà, on a plein de belles adresses et globalement elles se valent toutes. On essaie vraiment de conserver un parc très harmonisé. Et combien d'ouvertures cette année? 40 ouvertures. 40 ouvertures. Et pour Franprix, c'est quoi l'objectif? Avec beaucoup de franchises, j'imagine. 170 en franchise. Bon. Et c'est vrai que dans la presse, on parle trop souvent des magasins qui ferment. On devrait parler aussi plus souvent des magasins qui ouvrent. J'ai pas dit qu'on les ferait, j'ai dit qu'on en visait 170. Il y en aura quand même quelques-uns. Métro, alors, quel est le Alors moi, Le je soin. vais utiliser mon joker parce que d'abord, j'ai mon collègue qui s'occupe de la construction des travaux qui est dans la salle. Alors, je voudrais pas dire j'ai un des points de vente que je préfère. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas aller visiter une halle métro puisque ça n'est ouvert qu'aux professionnels. Et donc, du coup, j'ai un joker et je ne pourrais pas vous proposer d'en visiter l'un aviez ou le droit l'autre. au Vous ne joker. pourriez pas rentrer. Merci beaucoup, merci à tous les trois Merci. d'avoir